Mika, je me pose des questions en ce moment. Je me dis peut-être que Mmh. ça serait pas mal de viser plus l'international, peut-être les US même. Il y a plus d'opportunités potentiellement, c'est des plus gros marchés, plutôt que de rester sur le marché français où j'ai l'impression que c'est difficile et que c'est peut-être un petit peu petit pour ce que je fais. T'en penses Mmh. quoi? Fractional talk. J'en pense que c'est un gros sujet à aborder. Il faudrait qu'on fasse un podcast à ce sujet, carrément. Ça Eh pourrait être bah une bonne vas-y, idée, non? let's go. Let's go, Brice, dis-nous tout, parce que toi, l'expérience à l'étranger, t'as testé, tu as laissé quelques plumes, mais en tout cas, t'as des bons retours d'expérience à nous partager. Déjà, Bah j'espère. pourquoi cette question? Pourquoi tu vois des gens qui se posent cette question? Pourquoi toi, tu t'es posé la question à la base, en fait? Alors déjà, je vais partir des gens, mais on entend souvent ça aussi en call, hein, des gens qui se posent la question de est-ce que je reste sur la France? Est-ce que je m'ouvre un petit peu à l'international parce que je parle bien anglais, parce qu'il y a peut-être plus d'opportunités? Et en fait, c'est pas si simple que ça. Ouais. Moi, je vais peut-être parler de mon cas en premier, qui est en plus assez extrême parce que c'est les États-Unis et le Canada en l'occurrence. Et donc moi, j'ai lancé par exemple le programme à la base aux États-Unis à une période où il y avait peut-être un petit peu moins de compétition sur mon sujet en plus. Mhm. Et ce que j'ai noté, c'est plusieurs choses. C'est que oui, alors déjà, pourquoi je suis allé aux États-Unis? Bah, les gens ont du pouvoir d'achat, c'est un gros marché et les gens ont l'habitude d'investir sur eux. Et donc, ça me paraissait être des paramètres intéressants pour vendre un Mhm. accompagnement pour les freelances. Et à l'époque, notamment pour des fractional CMO. Et ce que j'y ai vu, c'est que oui, il y a des plus, il y a aussi des moins. Et sur le long terme, en fait, je me voyais pas continuer dans cet environnement parce que oui, certes, c'est un énorme marché, en volume et en valeur. Mhm. Par contre, c'est, un marché sur lequel il y a énormément de compétition. Déjà, rien qu'en nombre, hein, donc quand j'ai commencé, j'avais un ou 2 compétiteurs, au bout de quelques mois, bah, ça a largement augmenté. Évidemment, c'est pas pour rien, que la compétition s'y attaque, hein. Il y a des intérêts Mhm. sur ce grand marché américain. La deuxième chose, c'est que, heu bah, notamment si on prend le marché américain, difficile de se battre à armes égales face à des native speakers. Non Mhm. pas que je parle pas bien anglais, parce que je parle, très bien anglais, mais c'est pas la même chose de parler, à Brice qui parle bien anglais ou avec un Américain. Il y a toute une culture en plus dans la langue, il y a une question de confiance qui s'établit et cetera et c'est, plus difficile pour un non native de Mhm. s'attaquer à ce marché-là. Ouais. Ouais, donc un Je choc sais pas. culturel, quoi, aussi, qui se joue. Ouais, ben, moi je l'ai vu parce que aussi avant ça, j'ai travaillé en agence et quand je faisais, je répondais à des pitchs, de prospects, sur des gros comptes, qu'on allait à Londres. Nous, la grosse agence française, qu'on avait des supers idées, et que derrière, we presented like this, the presentation. Mhm. Bah, quand il y avait le gros, anglophone, hyper stylé, qui a bien préparé son storytelling à l'américaine, très fluide dans un langage hyper impactant. Enfin, voilà, c'est clairement difficile de gagner face à ça. Mhm. Donc ça, c'est un vrai point et il y a autre chose, hein, c'est les fuseaux horaires qui peuvent être, embêtants. Bah, on n'a pas tout le temps envie de faire Mhm. des meetings à 21 heures le soir parce que c'est, un autre créneau. Alors encore pire si c'est l'Australie. Donc en fait, c'est pas si simple. Il y a Mhm. plus c'est un plus gros marché, mais dans lequel il y a beaucoup plus de concurrence Mhm. et en fait, pour moi, vouloir à moins qu'on soit dans un cas qu'on va discuter juste après, parce que ça peut être pertinent pour certains freelances, je dirais pour, peut-être moins de 10 d'entre eux, peut-être même Mhm. beaucoup moins, mais pour certains freelances, ça peut être utile, mais pour l'immense majorité, c'est vraiment pas forcément une très bonne idée et encore là, Mhm. je le dis, poliment. Ouais. Bah, en fait, il y a plusieurs cas de figure. Non, moi, ce que j'ai pu observer de mon côté, c'est et on va prendre, je pense, les cas dans l'ordre parce qu'ils sont intéressants à analyser. Déjà, il y a, heu, je suis freelance, j'ai Mmh. déjà un ou plusieurs clients à l'étranger et donc je me dis: «Bon, bah, OK, j'ai déjà un pied à l'étranger, rien m'empêche de développer les choses là-bas». Le piège que moi j'entends là-dedans et que tu vas développer, c'est que oui, c'est facile de trouver quelqu'un dans le bouche à oreille dans son réseau à l'étranger, mais créer un système d'acquisition à destination de clients étrangers internationaux, c'est aussi totalement différent. Et si on l'a déjà pas créé Ouais. en France, dans tous les cas, il faudra faire l'exercice à l'extérieur. Ça va pas être non plus les mêmes challenges. Qu'est-ce que tu penses de ce cas de figure-là, de se dire j'ai déjà un client bouche à oreille international, qu'est-ce qui m'empêche d'en trouver d'autres?
Bah, en fait, tu as une opportunité et tu as pas, un système qui va, créer un modèle qui correspond à ce dont tu as besoin, à ce que tu veux vendre comme type de prestation, pour quel client. Donc en gros, si ça arrive vers toi, tant mieux. Peut-être que c'est le signe, on y reviendra, hein, sur les à mon avis, les moins de 10 pour qui c'est pertinent. Peut-être que c'est un signe que c'est une bonne idée, mais dans la majorité des cas, ça l'est pas. En fait, on peut peut-être rentrer directement dans le sujet. Parce que déjà, prenons le cas des gens qui ont intérêt à rester sur le marché français. Hem, Aujourd'hui, la vraie question à se poser, c'est: combien d'entreprises ont le problème que j'essaie de régler et ont le budget pour le régler? Rien que si on regarde un petit peu le tissu économique français, et quand on inclut les PME qui font des niveaux de chiffre d'affaires significatifs, en fait, c'est quand même un gros gâteau la France, hein. C'est quand même assez gros Mmh. et moi je connais tellement sur les différentes niches, des freelances qui arrivent à faire, bien plus enfin 6 chiffres et vraiment des revenus très confortables, et qui ont pas de mal à trouver de clients. Mmh. Je pense qu'en fait, tout est une question de positionnement. C'est pas une question de: «Est-ce que le marché est trop petit ou trop grand?» Le marché français est grand quand même. Mmh. Un exemple type, hein, si tu es, direction financière externalisée pour start-up en série A, série B, bah, là, rien que là, rien qu'en France, tu as des centaines de cibles qui, Mmh. ont besoin de ça et qui sont prêtes à acheter ça. Donc ça montre que, bah, tu as largement de quoi remplir ton année. Encore une fois, on va Mmh. pas chercher 100 clients dans l'année, on va en chercher, 6, 8, 10, Mmh. 12 dans le modèle fractional, donc il y a Pour largement toi, de quoi faire. l'argument de la taille de marché, il tient pas forcément dans ce Non, contexte? dans la très grande majorité des cas, il y a pas de problème, la France, c'est un grand marché. Mmh. OK. À l'inverse, si par design, ton service, heu, est taillé pour l'international en termes de langue de travail, de format, de culture, de clients cibles et cetera, ça, c'est un des facteurs. Deuxième Mmh. facteur, si tu es ultra spécifique sur ce que tu vends, donc tu es pas, là, je m'étais noté un exemple. Tu es pas consultant data, mais tu es expert migration Snowflake pour fintech post-série C. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça. Si vraiment tu adresses un segment très spécifique qui va vraiment se reconnaître dans ce que tu proposes, bah, ça peut faire sens. Mmh. La dernière dimension, c'est est-ce que tu as une expertise là-dedans qui est rare et démontrable? Mmh. Parce qu'à l'international, bah, tu joues contre les meilleurs du monde et encore pire sur le marché américain. Donc tu as intérêt, parce il y a beaucoup de concurrence, tu as intérêt à vraiment te sortir du lot en termes de rareté de ton expertise. Mmh. Si tu as pas une de ces 3 conditions, c'est la mort par compétition. C'est même pas la OK. peine. Donc si, tu as du mal à vendre tes prestations aujourd'hui, que commercialement c'est pas simple et que tu te dis: «Bon, bah, c'est peut-être le marché français qui est pas fait pour moi et c'est mieux à l'international». En gros, tu te tires une balle dans le pied et tu tombes dans le syndrome de «l'herbe est plus verte ailleurs», mais en fait, tu vas juste échanger tes problèmes actuels par un autre type de problème que tu vas te prendre en Ouais, pleine poire. bah, c'est même pire que ça. Imagine que tu joues au foot, tu es en régional 2, tu arrives pas à marquer des buts et tu vas dire: «Bon, je vais peut-être plutôt essayer la Ligue des champions. Comme ça, Mmh. on va voir ce que ça donne». C'est ça, en fait, Ouais. et là, on Ouais, vient de parce que parler la du mar concurrence est féroce, en fait. On oublie ça, à quel point la concurrence est rude et le niveau est aussi extrêmement élevé, à bah, l'international, là, en notamment plus, sur le marché anglophone. on vient de parler du marché américain. Donc là, évidemment, la concurrence est vraiment, très haut niveau et en nombre, enfin, il y a beaucoup de concurrents. Mais même si on se dit, par exemple, je propose mon service dans l'Europe, par exemple. Si demain, tu as un service qui n'est pas, hyper spécifique et sur lequel il y a pas une rareté de l'expertise, par exemple, tu vises l'Italie, bah, en Italie, il y a sans doute quand même des gens qui font ça et donc ne pas, et notamment quand on connaît l'Italie, ne pas parler italien dans ce cas-là ou ne pas être en Italie, enfin ça va vraiment pas vous aider à pénétrer ce marché. Mmh. Donc c'est pour ça que je dis vraiment si vous n'avez pas ces 3 ingrédients avec une offre, taillée pour l'international par design, une, expertise très spécifique et une expertise rare, Mmh. c'est beaucoup plus simple de rester en France. Ouais. Oui, il y a des choses à faire sur place, retravailler son positionnement, retravailler son offre, son process commercial et puis s'adapter aussi à la manière de vendre, en France. Parce qu'en fait, déjà, en tant que freelance, quand on est en France, qu'on passe du salariat au freelancing, il y a un choc culturel du fait qu'on doit vendre nos prestations, qu'on doit se vendre ou en tout cas donner envie d'acheter comme toi tu le dis. Mais en tout cas, c'est un nouveau job à apprendre en plus de son job de base. Et en fait, dans tous les cas, il y aura ce job à faire, que ce soit à l'étranger ou en France. Donc quoi qu'il arrive, on n'y échappe pas et il y aura ça à travailler.
En fait, tu vois, il y a 2 fausses bonnes idées, surtout quand on a du mal à avoir de nouveaux clients et les clients qu'on veut. Il y a 2 raisonnements qui sont vraiment pas, à mon avis, que je challengerais beaucoup. Le premier, c'est de se dire: «Je vais plutôt ratisser large et avoir un positionnement généraliste pour pouvoir couvrir plus de use cases, plus d'entreprises avec plus de problématiques et du coup, bah, j'adresse un plus gros marché» et ça, on sait qu'en fait, ça crée du flou, un manque de clarté, de la dispersion et donc en gros, c'est tous les ingrédients pour l'échec, hein, concrètement. Et la deuxième idée, c'est de se dire: «Je vais aller sur un plus gros marché parce qu'il y a plus de monde». Oui, mais plus vous êtes spécifique et qu'en fait vous raisonnez pour une cible spécifique et en l'occurrence sur le marché français, il y a largement de quoi faire et vous serez beaucoup plus pertinent, sharp en France que pour un client aux US ou, en Italie, au Royaume-Uni et cetera. Voilà, c'est pour moi les 2 raisonnements sur lesquels il faut être, un peu vigilant parce que Mmh. ça peut être, contre-intuitif, mais c'est pas forcément une bonne idée. Ouais. Parce que en fait, si on pousse le projet, à un moment donné, il va falloir communiquer sur ce qu'on fait, idéalement être présent sur les réseaux sociaux, en tout cas LinkedIn Mmh, qui reste un incontournable pour toucher du B2B. Va se poser la question aussi, tout bêtement, de la langue dans laquelle on va créer les contenus. Si on vise la France et l'anglais, on peut se poser la question: «OK, est-ce que je communique en anglais? Est-ce que je communique en français? Est-ce que je fais un post sur 2 comme ça?» J'ai mmh. l'impression que ça aussi, c'est un peu la fausse bonne idée, en fait. Alors ça, c'est une très mauvaise idée, l'aspect bilingue dans la création de contenu. Le problème, si on écrit en anglais, par exemple, c'est pas forcément de pas écrire dans notre langue, parce qu'on peut très bien écrire en anglais. D'ailleurs, le format écrit, bah, on a Claude et compagnie qui peuvent nous aider là-dessus. Mais est-ce que ça vous rend vraiment différenciant? Hem, Est-ce que vous allez autant pouvoir mettre votre patte, votre, sincérité, ce qui vous rend authentique, dans une langue qui est pas la vôtre? Alors, peut-être, mais je pense que c'est plus difficile et moi je l'ai vécu. Il y a le côté aussi plaisir de créer du contenu et moi, bah, je prends vachement plus plaisir à écrire des contenus ou à faire un podcast avec toi en français, Mmh. là où je me sens plus à l'aise, où je me sens plus moi Ouais. et dans notre langue, il y a un peu de nous, quoi. Moi, j'aime Mmh. bien cette phrase, encore une fois de Chris Do qui dit, «Qu'est-ce qui fait de toi, toi?» Il y a la langue aussi, quoi et notre langage, notre, moyen de s'exprimer, le tone of voice et voilà, c'est sans doute plus compliqué de le trouver, dans une autre langue et de Mmh. maintenir la discipline et la motivation et le plaisir aussi à le faire. Pour moi, c'est important Ouais. pour durer et tenir sur la longueur, quoi. Ouais, ouais, clairement. Et un autre argument qui, je trouve, pèse lourd aussi dans la balance, c'est de se dire que non seulement dans le marché anglophone, parce que de toute façon, fondamentalement, les gens qui veulent s'internationaliser, ça reste sur le marché anglophone. Mmh. C'est très rare que ce soit dans d'autres pays européens, enfin en Espagne, en Italie ou en Hongrie. Donc restons sur le marché anglophone. Il y a une culture anglo-saxonne qui est intéressante parce qu'on sait que le pouvoir d'achat est plus important, que la disposition à investir et prendre des risques est aussi plus importante, que les budgets sont plus élevés, qu'il y a plus de capitaux disponibles et qu'en plus, en tant que freelance, ils sont davantage habitués à avoir un pricing basé sur la valeur ou sur le résultat qu'un Mmh. pricing basé sur le temps passé culturellement. C'est Donc on peut vrai. se dire, bah trop bien, en fait, ça va nous faciliter la vie d'aller là-bas. Alors que moi, je pense, et on est d'accord là-dessus, et c'est ce qu'on essaie de faire avec ce qu'on crée, c'est de dire qu'on peut ramener ce modèle-là en France, c'est juste que la manière d'amener un raisonnement basé sur la valeur, c'est juste différent, faut l'adapter à la culture et que c'est tout à fait possible de le faire comprendre aux gens et d'arriver à vendre des prestations qu'on appelle value based en France. T'en Ouais et penses quoi puis, toi de cette, distinction? ouais, ouais et puis il y a un truc que tu abordes, c'est, la façon de faire du marketing et de la vente, par exemple aux États-Unis ou en France, c'est pas pareil. C'est pour Mmh. ça que quand on essaye en général d'appliquer à un instant T ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France, ça marche pas toujours très bien. Mmh. Donc clairement, il y a cette dimension culturelle qui est beaucoup plus importante qu'on ne peut l'imaginer, qui a beaucoup Mmh. plus d'impact. Mmh. Après, il y a des cas qui fonctionnent, hein. Je vais donner un exemple. Dans le programme, dans Hyperfractional, on a eu une personne qui, était pour le coup, CMO fractionné pour des boîtes de crypto et blockchain alors je vais le dire très mal, mais de crypto et de blockchain qui lançaient un produit. Il s'est spécialisé là-dedans. Bah, il a eu des clients, aux États-Unis, à Prague, à Dubaï, ça Mmh. peut fonctionner. Ça Mais dépend de là, la niche, quoi. il a rempli les critères dont j'ai parlé, c'est-à-dire, il est by design une prestation qui s'ancre bien dans un contexte international. Il a une, expertise très spécifique dans laquelle se reconnaissent une cible.
et il a une expertise rare puisqu'il y en a pas beaucoup qui soient assez familiers avec le monde crypto, blockchain dans le cadre d'un lancement et qui ont cette expérience marketing, aussi large que ce qu'il avait. Donc Mmh. là, bah oui, ça fonctionne parce que, ça encore une fois, c'est faut pas dire que c'est absolument pas une bonne idée, mais juste, bien être vigilant sur, quelles sont les raisons qui me poussent à faire ça? Est-ce que Mmh. c'est une insécurité qui me pousse à ouvrir et dans ce cas-là, c'est souvent pas bon? Ou est-ce que c'est parce que, j'y réfléchis et je suis intentionnel là-dessus et ça fait sens par rapport à ce que je veux faire? Mmh. Ouais. Donc c'est pas du tout le même contexte, en fait. Ouais, il y a des cas où ça peut fonctionner et j'aimerais bien te partager un cas qui est aussi intéressant. C'est imagine que je suis français, je fais une carrière à l'étranger et à un moment donné, je veux me lancer en freelance. Je veux rester à l'étranger et je me pose la question, bah, est-ce que j'adresse le marché, heu, étranger dans lequel je suis ou est-ce que je vise le marché français? Dans le sens inverse. Comment tu Bah raisonnerais dans ce cas-là? bah, faut réfléchir, marché, total adressable. Faut réfléchir dans quelle mesure mon service s'inscrit dans ce contexte international par design. Faut s'interroger sur est-ce que j'ai une expertise, est-ce que ça sert mieux, en local ou est-ce qu'elle est tellement poussée et spécifique que ça peut faire sens d'élargir mon marché adressable total à l'international? Est-ce Mmh. que mon expertise est rare? Donc en fait, c'est vraiment tout le temps ces questions en fait, Mmh. Ouais, ça dépend du cas, quoi. Ça bah, ça dépend du cas dépend, et totalement du cas. j'aimerais bien être bah, OK, je vais être un peu plus précis alors parce que Ouais. j'ai un cas en tête. C'est imagine que, je bosse chez Google, à Dublin, Mmh. en Irlande et je me lance en freelance après, 10 ans d'expérience là-bas, freelance spécialiste, Google Ads et cetera. Est-ce que j'adresse le marché irlandais? Est-ce que j'adresse le marché français? Comment est-ce que je décide? Comment est-ce que je décortique Mmh. ce cas de figure-là, selon toi? Sur Bah, cette là, déjà, les expertise-là? forces, c'est, j'ai travaillé X années chez Google, Mmh. donc il y a vraiment un narratif à créer là-dessus. Après, est-ce qu'elle est pas plus familière avec un type de une type de verticale spécifique? Par exemple, les acteurs du travel ou, parce que plus on va apporter de spécificité, surtout sur un sujet où il y a quand même du monde. Google Ads, enfin, tu vas sur n'importe quelle plateforme, tu en as Watt 1000 Mmh. qui sont en concurrence. Donc qu'est-ce qui fait que en tant que, spécialiste Google Ads, déjà, faut pas parler de Google Ads, mais faut expliquer comment c'est un levier pour atteindre tel résultat, évidemment. Hem Et notamment, Google Ads, c'est très fort sur les intentionnistes. Donc il y a vraiment, c'est un canal qui est hyper un marketing qui est hyper intéressant pour certains acteurs du travel, par exemple, ou, donc peut-être que, de la spécificité sectorielle, ça peut beaucoup amener. Est-ce que c'est des tailles de boîtes? Et là, si tu arrives à aligner tout ça et avoir une cible spécifique, un type de boîte, un secteur d'activité, et ben là, on arrive dans le cas que je présentais avant où c'est pertinent parce que on a quand même, restreint le champ d'action et on est un peu plus chirurgical sur ce qu'on va Mmh. proposer de faire et pour qui. Si c'est juste, expert Google Ads, il y a du Mmh. monde, hein. Donc Ouais. là, c'est avant tout, c'est encore une fois, c'est avant tout une question de positionnement et après on se pose la question de: «Est-ce que, je vais en dehors de mon marché?» Après Mmh. dans le cas de l'Irlande, je sais pas honnêtement. Mmh. Est-ce que c'est un marché pertinent ou pas? Par Ouais. contre, ce que je peux te dire, c'est un retour qu'on a eu il y a quelques semaines avec une autre personne du programme. C'est ça quand même qui est intéressant, c'est de venir sur des cas concrets. Mmh. C'est une personne qui a fait le choix non seulement de se focaliser sur la France, mais de se focaliser sur une région de France. Heu et en fait, on se posait la question: «Est-ce que c'est pertinent ou pas?» On a pris Mmh. son positionnement, est-ce qu'elle l'offre qu'elle propose. On a défini des critères objectifs d'entreprises qui peuvent rentrer là-dedans. Alors 100 ne rentrera pas et n'aura pas besoin d'elle, mais au moins ça nous permet d'estimer la taille du marché. Donc on avait, mis comme paramètre, un certain niveau de chiffre d'affaires, je crois que c'était entre 4 et 15 millions de chiffre d'affaires par an, hem, dans tel secteur et cetera. Rien que dans une région française, en étant assez conservateur, on a trouvé 6 000 entreprises qui potentiellement pourraient avoir besoin d'elle. Donc elle, elle doit en trouver 6, 8, 10, 12 max par Ouais. an. Donc voilà, la question est vite répondue, c'est, la France, c'est pas trop petit et même les régions, souvent, c'est pas trop petit. Mmh. Il y a un gros potentiel inexploité du point de vue, des PME et ETI, donc les petites et moyennes entreprises ou entreprises de taille intermédiaire. Heu, Parce qu'on déjà, ça veut rien dire, un PME, ça veut rien dire.
PME, il y a le boulanger du coin ou il y a, la PME qui fait 30 millions. Enfin, ça peut être Mmh, mmh mh. considéré comme une PME. Et en fait, il y a énormément de PME qui ont besoin des freelances français pour faire des trucs, qui vont leur amener des résultats là où ils sont bloqués et qui ont largement, la possibilité de mettre le budget, d'investir ce budget pour travailler avec eux. Donc Ouais, ça, c'est, faut pas non plus, se dire qu'il y a que des missions premium du côté des grands groupes et des grosses boîtes ou des très grosses boîtes. Bah, au final, si vous arrivez dans une PME qui fait, 8 000 000 par an, que vous lui dites: «Bah, tiens, avec ce que je fais, je peux potentiellement influencer, 10 de ton revenu et ça coûte tant», et que ça coûte tant, c'est 10 fois inférieur à ce que ça va te coûter toi en tant que client, mmh mh. il y a des choses à faire, hein. Nous, Ah ouais, on clairement. envoie signer, toutes les semaines, hein. Mmh. Oui, finalement en fait, le sujet du marché, le sujet de l'international, ce que tu dis, c'est que c'est pas ça le vrai sujet. Dans tous les cas, il y a un sujet de réflexion, une fois de plus, parce qu'en fait, c'est toujours la même conclusion, hein, sur le positionnement, sur l'offre, qui on Ouais, cible, comment on le vend et comment on le vend d'une manière qui donne envie aux acteurs, aux clients potentiels de libérer le budget qu'ils ont. Et de toute façon, on le répétera jamais assez, les budgets sont disponibles, ils veulent juste pas vous le donner. Et donc, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens aient envie de vous donner le budget. Et ça passe par le fait que vous soyez la situation, l'homme de la personne idéale pour la situation, l'homme de la situation, la femme de la situation. Et ça implique une réflexion en amont qui est importante. Donc, on a encore débunké un gros sujet et on a surtout évité une grosse erreur pour toi, Brice, qui voulait te mmh. lancer en Allemagne, là. Mais du coup, On a échappé au pire. si les gens, je pense qu'on est ouvert d'esprit, hein, si les gens sont pas d'accord, commentez, donnez, Mmh, avec respect, et bienveillance votre, mais vous pouvez direct votre avis sur le sujet, hein. On a le droit de pas être d'accord et nous, on cherche tout le temps à alimenter notre réflexion, donc hésitez pas. ouais, allez-y. Hem, je sais pas toi si tu as une petite conclusion, avant qu'on clôture ce sujet? Je te laisse conclure. OK, bah, écoute, c'est simple, hein, pour moi, ma thèse, et j'espère, vous avoir convaincu, mais dans 10 des cas ou moins, choisis l'international dès la conception de ton offre avec une niche ultra précise et si tu as vraiment cette expertise rare qui va faire la différence sur des profils très recherchés, ça peut être une bonne idée, mais il faut que ces 3 conditions soient réunies et sinon dans 90 des cas, bah, juste maîtrise ton positionnement en France. La France, c'est largement suffisant, c'est un gros marché et il y a largement de quoi faire, et il y a qu'à voir, je suis sûr qu'il y a des concurrents, à nous tous qui font 2, 3, 4 fois plus que ce qu'on fait, donc c'est bien que Mmh. le marché est assez grand et c'est à nous juste d'être meilleurs. J'aurais pas mieux dit. Merci Brice, n'oubliez pas de liker, commenter, laisser un petit mot, nous ça nous fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. No joke, moi je regarde les vidéos YouTube régulièrement, voir s'il y a des petits messages en dessous, des petits commentaires, donc vraiment faites-le si vous voulez me faire plaisir et faire plaisir à Brice Faites plaisir accessoirement. à Mika, soyez sympa. Franchement, s'il vous plaît. Et puis, bah voilà, on s'arrête là. Bisous tout le monde. Ça marche. Salut, à la semaine prochaine. Ciao. Bye.